il sent, Zelensky, que cette solidarité qu'il y a eu dans le monde entier face à l'agression russe est en train de faiblir et que dans plein de capitales du monde, y compris africaines, on se dit aujourd'hui, bon, il faut que ça s'arrête, quelles que soient les conditions, il faut au moins que ça s'arrête. Zelensky ne peut pas, lui, vis-à-vis de son peuple, dire ça s'arrête à n'importe quelle condition. Bonsoir à tous. 2025 sera-t-elle l'année de la fin du conflit en Ukraine? Alors que nous célébrons ce triste troisième anniversaire, dans quel état d'esprit se trouvent les Ukrainiens? Pour en parler, je reçois Lucas Mengé, journaliste, grand reporter. J'ai bien prononcé le nom, j'espère. Tout à fait. Bonsoir. Merci d'avoir notre invitation. Avec l'écrivain Emmanuel Carrère, vous avez réalisé un documentaire des trains dans la guerre, diffusé sur France 2 le mardi 4 mars. À quel moment avez-vous eu le déclic pour réaliser ce documentaire et surtout, quelle est sa particularité? Parce qu'il y aura pas mal de documentaires à l'occasion de cet anniversaire, mais quelle est la particularité de ce documentaire? Alors, c'est un documentaire effectivement assez singulier parce que ce n'est pas du tout un documentaire avec des images de guerre. On ne voit pas la guerre, jamais. C'est un documentaire et un film qui a donné la parole aux Ukrainiens et aux Ukrainiennes pour qu'ils racontent ces 3 ans de guerre. L'idée peut paraître comme ça un peu étrange, mais c'est lors d'un précédent voyage en Ukraine où j'avais pris beaucoup le train, où je m'étais dit, tiens, c'est marrant, dans le train, on est dans une sorte de bulle, chacun est un peu perdu dans ses pensées, on voit le paysage défiler, et je m'étais dit, ça serait intéressant de donner la parole aux gens à l'intérieur de ces trains, parce que par ailleurs, il se trouve que le train occupe une place très importante en Ukraine, c'est un réseau ferroviaire. C'est le 6e réseau ferroviaire du monde et les trains sont très peu attaqués. Il y a eu une attaque majeure contre une gare, la gare de Kramatorsk, où nous nous sommes rendus, mais sinon les trains sont peu attaqués. Et donc j'en ai parlé avec Emmanuel Carrère, puisqu'on avait envie de travailler ensemble, et je lui ai proposé cette idée de faire une sorte de huis clos dans les trains et les gares, et de raconter ces années de guerre à travers les paroles des Ukrainiens. Donc c'est un film sans aucun commentaire, ni d'Emmanuel ni de moi, c'est uniquement les Ukrainiennes et les Ukrainiens que vous allez entendre. C'est vraiment passionnant. Moi-même, quand je préparais l'interview, je me disais, mais dans quelles conditions avez-vous travaillé? Est-ce que c'était assez facile d'approcher les Ukrainiens que vous rencontriez? Vous avez de la méfiance? Jamais. C'est ça qui est formidable et qui est à souligner. Nous n'avons eu, vous verrez dans le film, on a beaucoup de rencontres avec les Ukrainiennes et les Ukrainiens. Nous n'avons jamais eu un refus de personne. À chaque fois que nous nous sommes présentés, alors on était une équipe très légère, c'est ce qu'on voulait aussi pour faire ce film, c'est-à-dire uniquement Emmanuel Carrère et moi, un preneur d'images, un chef opérateur, Patrick Blossier, et une interprète, et plus qu'interprète, qui nous a beaucoup aidé à faire le film, qui s'appelle Masha Kondakova, qui est ukrainienne. Donc on était 4 avec un dispositif très léger, une seule caméra, une seule prise de son, et à chaque fois qu'on a abordé des gens en expliquant notre démarche, en disant voilà, nous sommes français, nous faisons un film sur la guerre en Ukraine, et c'est vous qu'on veut entendre. À chaque fois, les gens nous ont dit oui. Parfois, des gens nous ont dit oui, mais ils étaient dans des situations parfois d'émotion, parce qu'on est allé dans des gares qui sont près des lignes de front, où les familles se retrouvent parfois pour voir le père, le mari, le frère, pendant quelques heures lors d'une permission. Et donc, les gens nous disaient « laissez-moi juste pleurer un instant et je reviens vous voir ». La plupart du temps, quand vous faites ce genre de film, vous dites « ces gens-là vont disparaître et ne reviendront pas ». Eh bien, les gens revenaient pour raconter, pour témoigner. C'est des moments assez forts aussi qu'on vit. Quel est, vous, le meilleur souvenir, en tout cas, de ces échanges que vous avez eus? Quel moment vous a marqué le plus? Ce qui m'a marqué le plus, je crois, c'est des moments à la gare de Kramatorsk, justement. Donc, il faut voir, Kramatorsk, c'est vraiment la dernière gare à l'est de l'Ukraine, la plus proche du front et la plus proche donc de la Russie. Et c'est là où la plupart des soldats sont autorisés, parfois juste pour quelques heures, à retrouver leur famille. Donc, c'est un train qui amène des femmes, des enfants, parfois des soldats aussi qui retournent vers la ligne de front.
Et il y a une telle émotion sur le quai de cette gare de retrouvailles des familles, des couples, que c'en est bouleversant. C'est-à-dire que les soldats qui sont sur place attendent leur famille avec des bouquets de fleurs parce qu'eux ne peuvent pas s'éloigner trop du front, donc il reste très peu de temps. Et j'ai trouvé cette gare de Kramatorsk, qui par ailleurs a été bombardée en avril 2022, un bombardement qui a fait 54 morts et plus de 100 blessés. Donc c'est une gare qui symbolise beaucoup de choses dans l'histoire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les gens étaient extrêmement émus et cette émotion nous a tous gagnés. Extrêmement ému. Est-ce que vous avez trouvé, 3 ans après la guerre, des Ukrainiens déboussolés ou plutôt résistants, combatifs, qui ont envie de continuer? Ils sont toujours résistants, ils sont toujours combatifs, ils ne sont pas déboussolés, mais ils sont épuisés par cette guerre. Il faut bien voir que c'est une guerre qui fatigue toute la population. Il y a beaucoup de soldats, évidemment, tués, mais il y a aussi beaucoup de soldats blessés. On en voit dans le film, des gens qui ont perdu un bras, une jambe, un pied, un œil. C'est une guerre qui fait des blessés très graves. L'esprit de résistance du début est toujours là. Mais c'est vrai que les 3 ans de guerre, je pense que les Ukrainiens, au début de l'invasion russe, ont montré une force et une résistance. Ils l'ont montré au monde entier. Ils ne s'imaginaient pas que ça durerait aussi longtemps et que ce serait une guerre aussi meurtrière. Et donc il y a une forme d'épuisement et de grande interrogation qui est mais combien de temps ça va durer et combien de temps est-ce qu'on peut tenir comme ça ? Mais est-ce que cet épuisement-là joue aussi, là on rentre un peu plus dans le fond, hein, sur la popularité du président Zelensky, par exemple, ce qu'on se dit, il faut qu'il puisse changer de discours ou il ait un fervent soutien de sa population encore? Zelensky, il faut bien voir qu'au début de la guerre ukrainienne, c'est Churchill. C'est-à-dire qu'il a tout d'un coup une posture d'un courage. Il ne faut pas oublier d'où il vient. La nuit de l'invasion russe, le président américain de l'époque, Biden, lui propose une exfiltration du pays. Et Zelensky répond non, je n'ai pas besoin d'un taxi, je veux des armes et de l'argent. Et tout le peuple est derrière lui. Il a une popularité incroyable parce qu'il est ce résistant, il incarne cette résistance ukrainienne. Aujourd'hui, bien sûr que sa popularité a baissé, c'est normal au bout de 3 ans, mais contrairement aux affirmations de Donald Trump qui dit que Zelensky est à 4% de popularité, les derniers sondages sérieux qui ont été faits ces dernières semaines en Ukraine montrent qu'il est autour de 60-70% de popularité. Donc pour quelqu'un qui mène un pays en guerre, avec une guerre aussi, encore une fois aussi meurtrière, c'est encore une popularité très importante. Bien sûr qu'il est critiqué, bien sûr qu'il y a des gens qui lui reprochent un certain nombre de choses, mais c'est ce qui fait aussi la force de l'Ukraine, et c'est ce qui montre, c'est qu'ils sont une démocratie. Le pays est en guerre et donc est dans un état de guerre, mais l'opposition existe, et les gens peuvent critiquer Zelensky ouvertement. Et c'est normal qu'au bout de 3 ans de guerre, il y a des doutes qui s'expriment sur Zelensky. Regardez ce qu'il a dit il y a quelques jours en recevant les journalistes en disant mais si vous voulez que je démissionne, si les Américains, les Russes veulent que je démissionne, je veux bien démissionner à condition que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. C'est quand même un acte politique assez courageux. Et c'est tout le paradoxe du discours du président Trump lorsqu'il le qualifie de dictateur. Oui, mais on a l'impression que Donald Trump reprend des éléments de langage fournis par le Kremlin. Parce que ce discours de dire que Zelensky n'est pas populaire, qu'il est un dictateur, ça repose sur quoi? Sur le fait que Zelensky n'a pas organisé l'élection présidentielle qui aurait dû avoir lieu en septembre dernier. Pourquoi il ne l'a pas organisée avec l'accord de tous les autres pays européens et à l'époque des Américains? C'est qu'une partie du pays est occupée. Une grande partie du pays est en guerre. Comment organiser une élection libre et démocratique dans un pays où une partie de la population, toute celle qui est dans les zones occupées par la Russie, dans le Donbass et en Crimée, ne peut pas voter, et sachant que beaucoup des soldats, que les soldats sont sur des lignes de front réparties sur tout le territoire. Donc, ce reproche-là, il a d'abord été formulé par le Kremlin, par Vladimir Poutine lui-même, qui il y a 15 jours ou 3 semaines dans une interview, disait de toute façon je ne parlerai pas avec Zelensky puisqu'il n'est plus un président légitime. Une manière de décrédibiliser Zelensky. Ce qui est très surprenant et un peu effrayant, c'est la manière dont effectivement aujourd'hui Donald Trump reprend ce narratif, comme on dit maintenant, du Kremlin, pour dire que Zelensky est un petit dictateur. Évidemment que Trump sait parfaitement que Zelensky n'est pas un dictateur. C'est une manière de l'affaiblir. On a l'impression que Trump cherche à affaiblir en ce moment Zelensky dans le cadre d'une négociation qu'il mène au-dessus de lui avec la Russie. Et Donald Trump qui a reçu le président Macron ce lundi à la Maison-Blanche, l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis, Gérard Araud, disait que c'était le déplacement de la dernière chance. Est-ce que vous partagez ces propos aujourd'hui?
Oui, parce qu'on a un sentiment d'urgence, et je pense que Gérard Haro connaît non seulement très bien la politique américaine et la diplomatie française, évidemment, et qu'il y a un sentiment d'urgence qui s'est manifesté par ce voyage du président français Macron, mais aussi par le voyage du Premier ministre britannique. Il y a comme une espèce d'urgence à faire comprendre à Donald Trump qu'il se trompe, et qu'il se trompe d'ennemi, que Zelensky n'est pas l'ennemi. Est-ce que Macron aura convaincu Trump? Je n'en sais absolument rien et je pense qu'il est encore trop tôt pour le dire. Le fait est quand même qu'on peut voir au moins un élément rassurant, c'est que Trump les reçoit. Alors, ça serait quand même un acte diplomatique assez grave de ne pas recevoir le président français et le Premier ministre britannique, mais il n'empêche qu'il l'a reçu, qu'il y a eu cette conférence de presse très orchestrée, en apparence très chaleureuse. Ils se sont dit un certain nombre de choses. Oui, c'est un voyage de la dernière chance, parce qu'il faut absolument qu'un certain nombre de leaders européens pèsent dans cette discussion pour rappeler à Donald Trump qu'il ne peut pas y avoir de discussion et de négociation surtout, ou de traité de paix entre les États-Unis et la Russie, sans passer par Zelensky et sans que les Européens ne soient concernés. Et aujourd'hui, le nouveau thème qu'on entend, c'est paix durable, le nouveau concept avec les garanties de sécurité. Est-ce que ces garanties de sécurité passent par l'envoi de troupes européennes sur le territoire ukrainien ou même aux alentours afin de garantir cette paix-là? En tout cas, il y a une équation qui semble extrêmement compliquée à résoudre pour le moment, c'est que s'il n'y a pas de soldats américains, mettons que cet accord de paix et ces garanties de sécurité supposent la présence de soldats occidentaux en Ukraine. Si les Américains ne déploient absolument aucune troupe, ce qui a l'air d'être le cas dans les dernières déclarations de Donald Trump, ça veut dire que l'Europe va devoir mobiliser énormément de soldats, parce que les estimations les plus... pour garantir au mieux la sécurité de l'Ukraine, les Ukrainiens eux-mêmes disent qu'il faudrait 200 000 soldats. 200 000 soldats, c'est énorme. L'Europe ne pourra pas déployer 200 000 soldats. Au mieux, ce qu'on entend dire, c'est 40 000, 50 000 soldats en réunissant des militaires de plusieurs pays membres de l'Union européenne, voire de l'OTAN. Est-ce que c'est sur place? Est-ce que c'est autour? C'est sûr que si ce n'est pas sur place et si ce n'est pas le long de la ligne de front, ça n'aura aucun effet. Il faudra bien à un moment qu'il y ait des forces en présence occidentale pour empêcher les Russes de continuer à avancer, sinon ils le feront. Donc il y a une équation qui est très difficile à résoudre, sur laquelle travaillent probablement beaucoup de diplomates et de militaires européens. Pour l'instant, il n'y a aucun chiffre qui est donné officiellement, mais il va bien falloir, oui, probablement qu'il y ait des soldats européens qui se déploient là-bas. Une dernière question, puisque nous sommes sur une chaîne africaine. On a vu que le président Zelensky voulait se rendre au sommet de l'Union africaine, une décision qui n'a pas été partagée par l'ensemble des dirigeants africains. De l'Afrique aussi, cette guerre, elle a trop duré, concrètement. Oui, mais j'imagine que, enfin, je ne me permettrai pas d'émettre le moindre jugement sur les propos qui ont été tenus par des dirigeants de l'Union africaine, et en plus je ne suis pas du tout spécialiste de ce dossier, mais oui, c'est une guerre qui dure trop pour tout le monde, c'est-à-dire que aussi parce que l'Ukraine et la Russie ont des liens avec beaucoup de pays africains, des liens économiques et commerciaux, et que cette guerre-là a perturbé tout le système économique, notamment les céréales ukrainiennes qui arrivaient en grande quantité en Afrique. Alors les flux ont un peu repris depuis que la mer Noire a été un peu mieux sécurisée, mais enfin ça a perturbé beaucoup tout ça. Que Zelensky veuille y aller dans un sommet de l'Union africaine, il faut bien voir que Zelensky, il est le super ambassadeur de son pays. Il veut aller dans toutes les instances où il peut essayer de convaincre la communauté internationale que son combat et le combat de son peuple est une réponse à une agression russe. Il sent, Zelensky, que cette solidarité qu'il y a eu dans le monde entier face à l'agression russe est en train de faiblir, et que dans plein de capitales du monde, y compris africaines, on se dit aujourd'hui, bon, il faut que ça s'arrête, quelles que soient les conditions, il faut au moins que ça s'arrête. Zelensky ne peut pas, lui, vis-à-vis de son peuple, dire ça s'arrête à n'importe quelle condition. En tout cas, il sera reçu en visite d'État en Afrique du Sud très bientôt. L'Afrique du Sud qui préside le G20 et qui est membre des BRICS, c'est donc très proche de la Russie, ce qui est une victoire diplomatique aussi. C'est une très bonne victoire diplomatique pour Zelensky, effectivement. Et l'Ukraine a tout intérêt à se projeter dans l'avenir et à investir dans l'avenir, et à se dire que si l'Ukraine devient et réussit à retrouver sa souveraineté et devient un acteur important européen ou proche de l'Europe, il faut qu'il entretienne des relations avec toutes les organisations, qu'elles soient le G20, l'Union africaine, le G7. Il y aura un besoin de reconstruction aussi de l'Ukraine. Merci beaucoup, Lucas. Nous serons tous derrière nos écrans de télévision le 4 mars pour regarder votre documentaire Des trains dans la guerre. Merci à Romain Clicquot de Mec à la réalisation. Portez-vous bien et à bientôt.